Rebonjour les enthousiastes, nous revoici pour une dégustation aujourd'hui du Lafrogue Cardeas Whiteport Madeira. Là, je dis Cardeas pour qu'on se comprenne, là, mais bon, disons qu'on la bonne prononciation serait peut-être Carjas, Carjas ou quelque chose de plus fancy que ça en gaélique. Et bon, aujourd'hui est une journée un peu spéciale. On a atteint le 2000 membres sur la page des enthousiastes. C'est toujours le fun de voir que cette page-là, qu'on a parti un peu sur un coup de tête grossi, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui participent, puis on a des beaux échanges là, avec des gens, puis les gens participent. On a du monde qui ont un bon sens de l'humour, puis c'est toujours le fun de voir que l'intérêt du whisky grossit au Québec, parce que plus qu'on est, plus on a un peu de la visibilité, du pouvoir, puis la SAC va peut-être plus nous prendre en ligne de compte s'ils voient qu'on n'est pas tout seul à triper sur le whisky aussi. Fait que, bref, petite parenthèse pour cette, ce achievement-là qu'on a unlocked. Toujours sur la forme d'échange non structuré, pas de deuxième prise, pas de montage. On vous parle du Cardeas, Whiteport and Madeira. 52,3 %, un NAS. Je ne crois pas qu'il y a de mention d'âge nulle part. C'est l'édition 2023. Cardeas, c'est une série annuelle. À tous les années, on sort un nouveau produit, puis c'est des expressions différentes. C'est des éditions limitées. Pas disponible en stack pour l'instant. Probablement que ça s'en vient. On est tout le temps un petit peu à la traîne, là. Je pense qu'on est quasiment tout le temps un an en retard sur les releases de Cardeas. Fait que nous, en bon geek qu'on est, quand on a l'opportunité ou quelqu'un a l'opportunité de se faire amener une bouteille d'une façon X par quelqu'un ou on est en voyage, puis on voit cette belle bouteille-là, c'est sûr qu'on trouve ça bien le fun de ne pas avoir à se fier à la SAC nécessairement pour plusieurs raisons. On a déjà eu on a déjà connu des cafouillages la SAC dans le passé, on vous en reparlera. Donc, les gars, à quoi est-ce que. Ben, moi, je trouvais que ça paraissait bien sur papier là, quand j'ai vu ça la première fois, un Whiteport and Madeira. Euh, on s'attend à quelque chose de proche dans le white wine, hein. On était un petit peu là-dedans quand on était dans le blanc de blanc, dans le sauterne, ces choses-là. Là, on est dans du Porto blanc avec du Madeira. C'est quoi votre feeling par rapport à ça? On démarre ça relax, c'est pas agressif pour autant. On se rappelle les éditions de Cardeas pour ceux qui sont là depuis un bon moment, qui en avaient des assez punchés là, dans le Quarter Cask Strength ou dans même chose dans le dernier PX qui a été un assez gros succès, ou même le Triple Cask Strength. Là, on est beaucoup plus mitigé, mais c'est vraiment doux, mais il y a un bel apport de caoutchouc, il y a un bel apport de tourbe. C'est médicinal. On reconnaît le Lafrogue d'or et d'emblée, mais il y a vraiment comme un côté sucre blanc qui tempère un peu, vraiment un petit côté fruit acide au travers de tout ça. Rien de trop déplacé. Là, c'est un aspect parmi tant d'autres, mais à date, au nez, c'est vraiment le fun. Le nez, c'est sûr qu'il fait penser, là, typique Lafrogue avec la tour médicinale, comme tu as dit, un peu chlorophylle, un peu caoutchouc, un peu chimique. Mais on a l'espèce de bonbon vanillé, raisin blanc, un peu, ouais, un petit peu agrume, c'est bords, zesté, citron, et on tourne autour de ça, une petite cendre. Mais il y a beaucoup de profondeur, tu sais, versus d'autres éditions qui étaient plus dans ta face, puis que c'était une saveur, t'as ce que t'as, puis ou le disque à string, que c'est de la tourbe, de la tourbe, de la tourbe. Tu sais, là, t'as beaucoup, beaucoup de complexité, puis plus tu le sens, plus tu découvres, tu sais, chocolat au lait, tu vas aller trouver des saveurs que, tu sais, sont cachées plus loin, mais il est le fun, il est challengeant, mettons. C'est dur à dire, des fois, c'est-tu le côté. Il y a un petit côté floral au travers, il y a un petit côté fruit blanc, il y a un petit côté sucré, il y a un petit côté comme miel, avec la tourbe qui est toujours en premier plan. Fait que c'est le fun, comme tu dis, David, à aller chercher un petit peu plus loin parce qu'il y en a du stock
intéressant. Puis des fois, on pense que des assemblages avec des vins fortifiés prennent trop la place. Il y a des fois que c'est une bonne chose, des fois que c'en est une mauvaise. Là, il y a sa place, puis c'est pas dérangeant. Non, effectivement, je dirais que la première fois que je l'ai senti, ce qui m'a sauté au nez vraiment, c'est le gros sucre. Là. Ça, c'était vraiment plus le sucre que la tourbe ou quoi que ce soit d'autre. Mais en retournant, définitivement, là, l'espèce de côté gazonné a pris la place. Là, je suis retourné, là, j'avais comme un genre de barba papa rose, là, super champ gauche. Là. Le poivre s'est mis un petit peu dedans. Mais c'est ça, je ne sais pas s'il est complexe. Là. Quelqu'un qui a un bon nez pour aller chercher un paquet de trucs là-dedans, ça, c'est certain. Là. Il y a une bonne touche de sel aussi, je trouve. On sent qu'il y a de l'iode un peu là-dedans. Ouais. Il est maritime, il est poivre blanc, il y a une petite. Ouais. C'est sûr que c'est quand même des trucs assez typiques Laphroaig. On reconnaît le Laphroaig. À l'aveugle, je suis pas mal sûr qu'un avancé vétéran va retrouver son Laphroaig là-dedans. Ça fait penser un petit peu à l'accompagnement de Port and Wine, mettons. Ça, c'est pas à 4 strings, c'est plus doux. Tu as la présence de la fortification, mais dans un autre thème complètement. Le Port and Wine était vraiment sur les fruits rouges. Là, on est sur quelque chose de plus acide, de plus sucre blanc, de plus un petit peu plus là, bonbon quasiment que vraiment Port and Wine. C'est vraiment le petit frère Port and Wine, mais vin blanc. Oui. Je sais pas si c'est le mix des deux aussi. Peut-être que le Madeira qui est là avec le White Port, tu vas chercher peut-être deux spectres, le fruit rouge, la sucrée, les épicés versus l'autre. On parlait le côté floral, herbal, des fruits un petit peu plus blancs. Fait qu'on va chercher large, je pense, avec ça. Herbal, foin aussi, là, en bouche, c'est direct dessus. C'est 3 quarts de Madeira pour 1 quart de Port. Il y a un apport de Madeira plus intense qu'au niveau du White Port. Ah, c'est surprenant quand même, parce que le Madeira, c'est quand même vin rouge. Là. À ma connaissance, ça n'existe pas du Madeira de vin blanc. Quelqu'un me corrigera si je me trompe, mais. Sauf que le Madeira est second field versus first field pour le Port Cask. Peut-être que ça t'empêche. C'est là la twist. C'est que le Madeira, il était déjà un petit peu plus fatigué que le White Port. Là. C'est rare qu'on voit ça, des White Port dans ce cas. Je ne sais pas pour vous autres. Là, moi, j'ai rien qui me vient en tête qui était White Port. Très rare. On voit plus des sherry blancs que d'autres choses. C'est du Fino ou du Manzanilla ou du famille de Fino parce que on dirait que les distilleries écossaises ont beaucoup plus de relations avec justement ceux qui font du sherry puis qui peuvent diversifier un petit peu. Puis même là, c'est rare parce que c'est quand même plus sec, plus amer. Ça développe une flore qui change drastiquement le goût. Mais non, White Port, j'ai pas de référence non plus là, de ce côté-là. Probablement plus difficile à réussir là, quand on est dans ces arômes-là. Là. C'est dangereux de tomber justement dans l'over-astringence, que ça commence à devenir agressant puis saturé. Là. Mais vite de même, j'ai pas beaucoup de références. Là. Mais ça me fait quand même penser, c'est pas très loin de ce qu'on avait dans le blanc de blanc puis dans le Kill Command Sauternes. Je ne trouve pas qu'on est dans des années-lumière non plus. Là. C'est des choses qui peuvent quand même se connecter là, dans une soirée. Si on veut faire un line-up, à aller mettre des choses une à côté de l'autre, ça peut être le fun. Là, comme tasting, là, si on met plein de vins blancs un à côté de l'autre, incluant ça. Là. Un tasting que je m'amusais beaucoup à faire en format dégustation, c'est de prendre l'alcool dans lequel la finition est faite et le whisky fini. Parce que c'est pas vraiment tout qui traverse. T'sais, chimiquement parlant, tu as beaucoup de choses désagréables. Parce que goûter du sherry, honnêtement, c'est dégueulasse. C'est amer, c'est astringent, c'est. Mais tu goûtes le whisky, le en sherry, tout ce qui est désagréable reste coincé dans la barrique, ne traverse pas dans le whisky. Et quand tu goûtes un Sauternes ou un Porto, ou même, on a fait la comparaison une fois que le Glenfiddich finit dans des fûts d'IPA avec une IPA, tu regardes un petit peu, tu essaies de faire des recherches. Des fois, c'est surprenant de voir à quel point il y a des choses qu'on s'attend à trouver, qu'on n'est pas capable parce que ça ne traverse pas, c'est coincé dans la barrique, puis il n'y a pas d'échange qui se fait avec le whisky en bout de ligne. C'est juste que faites pas des dégustes à 6 bouteilles, plus 6 vins fortifiés. Il y en a qui ne pourront pas retourner chez eux sur leurs 2 jambes, ça c'est sûr. On l'avait fait avec un Oloroso, puis effectivement, c'est spécial. Là. Boire ça, juste ça comme ça, là, du Oloroso, pas sûr que je triperais une soirée au complet, là, mais juste en tasting de même expérimental. Oui, genre juste t'as ta demi-once de whisky avec peut-être un once de sherry Oloroso pour juste regarder, y a-t-il quelque chose qui a une relation avec tout ça?
Ça, c'est un exercice le fun à faire, puis ça coûte pas grand-chose. Je vais lui donner un point négatif pour l'instant. J'étais un peu déçu de la bouche. Je trouve que ça se finit trop vite. Ouais, c'est un peu light, on va se le dire, là. C'est un peu light. Mettons que je le mettrais à côté du blanc de blanc, là, il va l'overwrite assez vite. On va passer par-dessus, là. T'as un côté un petit peu orange, t'as un côté foin sec, herbal. La petite tourme est rendue beaucoup tempérée avec un petit peu de sel au travers, mais ça disparaît comme. Mais la finale est super le fun, mais en bouche, ça disparaît trop vite, on dirait. Et, intéressant. J'ai eu pogné aussi un petit côté, puis écoute, des fois, il y a des soirées qu'on l'a moins un peu. Là. J'ai pogné un petit peu le côté, un mini cerise, un petit sirop de cerise, là, comme quand on était jeune, là, mais très, 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 très délicat. Mais c'est quand même intéressant. Mais je me suis rendu compte que même si j'aime les finis, généralement Porto ou Port, j'ai voulu aller me chercher quelque chose pour comparer. Et je me suis rendu compte que mon inventaire était assez limité en port. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sherry, autant dans le tourbé que dans. Puis je me suis rendu compte qu'au niveau port, pourquoi que j'en ai pas plus que ça. Pourtant, j'aime ça. Mais ça manque à mon inventaire de comparaison. C'est vrai que si on cherche autre que les gammes classiques de Aaron, Glenmorangie, pour trouver des bons ports, c'est pas mal d'embouteilleurs privés. Il n'y a pas énormément dans des gammes classiques qui vont maintenir ça. J'essaie de penser à autre chose. Kiloman en ont fait quelques-uns dans la version un peu original bottling. Là. Kiloman avait port cask finish puis des port cask matures. Oui, c'est pas le Saneg, c'est le Gorm qui est port cask. C'est ça? Dans ma tête, il était sherry, mais peut-être que c'est un vaping de plein. Mais c'est toute réserve, là. J'aurais quasiment souhaité qu'il restait du Talisker Port Week, je pense, qui est aussi fini en port, mais c'est pas tout à fait le même profil de goût. Là, pas du tout, non. Ouais, dans ma tête, non. Là. Ben, pour le salin, oui, on va rejoindre un peu le sel. Là. Le Bowmore 27 Port Cask aussi. C'est une branche de prix un peu. On a tout ça dans notre cave. Yes! Et ça qui traîne, moi, sur le côté. J'ai une piquée à bouteille par accident. Non, par rapport aux éditions précédentes, ça se situe où, ça, pour vous autres, là, dans votre background? Là? Je pense que c'est assez unanime. Le Warehouse One de l'année passée, 2022, a quand même été une déception pour beaucoup. Là. Ben, pas au niveau du produit comme tel, mais au niveau de la série. Là. C'est un bon Laphroaig, mais ça se situe quand même entre le Quarter Cask et le Cask Strength de Laphroaig, en tout cas de notre perception qu'on a eue ici, nous autres, quand on l'a fait. Là. Mais pour un Cardeas, ça passait pas le test pour nous autres. Je trouve que c'est une remontée pour depuis. Tu suis un PX avec un Warehouse One, puis c'est sûr que la barre est haute. Là. Exact. Ils sont pas aidés sur celle-là parce qu'honnêtement, Port and Wine, juste après ça, PX Cask Strength, ça a été 2 Cardeas exceptionnels. Suivre ça dans une emblée, là, il aurait fallu qu'ils fassent de quoi de flyer, mais quand ils l'ont mentionné, l'idée de Warehouse, j'étais comme, c'est dommage le fun, ils vont comme, tu peux retourner au corps, puis ils vont essayer de faire comme une édition, comme un peu les éditions Cask Strength à chaque année, qu'on a des batchs qui évoluent, mais ils vont la travailler en version Cardeas. Moi, j'étais comme content de le voir sans avoir toutes les finitions incroyables qu'ils essayaient, même si ça a été des succès. Mais quand il est arrivé au niveau de ce qui a été livré versus qu'est-ce que je pensais que ça allait être, on dirait que petite déconnexion de ce côté-là. Puis je pense que je m'attendais comme à un Laphroaig Cask Strength plus, puis c'est là que la déception est arrivée, c'est qu'on n'était pas là. On n'était vraiment pas là. Tu as mis le doigt dessus. C'est que la plupart des fanatiques de la série s'attendaient à plus qu'un Laphroaig Cask Strength, une twist de plus, quelque chose de fun. Va me chercher tes gros casques de Laphroaig. Puis, parce que c'est un peu ça qu'ils vendaient. Ils disaient, hey, c'est du Warehouse One. C'est la place où nos gros casques sont censés être. Puis finalement, sur papier, c'est un petit minou. C'était pas grand-chose. C'était pas une bombe de saveur comme on l'aurait espéré. Puis, effectivement, comme tu dis, après les 2 machines qui ont sorti back-à-back, c'était dur de faire quelque chose qui allait maintenir cette tendance-là à la hausse. Fait que, puis, je pense que c'est vraiment, comme tu l'as mentionné, le petit frère du Port and Wine. Je ne le mettrais pas au même niveau, mais selon moi, c'est de la même un petit peu tendance. Fait qu'il serait entre le Port and Wine, puis le plus proche serait peut-être le Triple Cask Strength ou le Fino. C'est dans ce point-là.
Ouais, moi aussi, je le noterais C'est autour bien de ça. réussi, honnêtement. Là. C'est bon, ça se boit bien. J'ai rien bu avant, fait que j'ai pas eu de sensation d'alcool, mais le côté tourbe, l'assemblage est bien fait. C'est pas écrasant avec le sucre. On a le caractère de la distillerie. C'est bien conçu. Puis la finale est super le fun. Ça dure longtemps. Ça fait saliver. Puis en même temps, tu conserves ce vin fortifié-là qui suit, ce white port qui t'accompagne avec le petit caoutchouc brûlé, avec le côté iodé et le côté la frog. Honnêtement, c'est une belle expérience. S'il est à un bon prix quand il arrive à sac dans 2 ans, on va peut-être pouvoir avoir la chance d'en acheter une Étouffé ou c'était. palier, mais je pense que Steve a mentionné tantôt qu'il arrivait à LCBO prochainement. Il y avait déjà une fiche produit de créé, fait que Je me les chanceux rappelle qui sont pas. à Gatineau vont en profiter. Mettons. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai acheté un Cardeas en sac. Là. Beaucoup à cause de ça. C'est comme un moment donné, tu veux secure ta série, là, tu veux t'assurer de l'avoir, là, ton édition. Fait que là, souvent, il sort un LCBO en premier ou il sort ailleurs aux États-Unis, ailleurs au Canada, puis là, tu as quelqu'un qui passe par là, puis tu le vois, puis tu le pognes. Fait que là, souvent, quand ça arrivait en sac, moi, je les avais déjà. J'en avais 2, 3 déjà en backup. Puis c'était ça un petit peu le gag. Là, le gars qui poste la photo de 2, 3 Lafroy Cardéas. Puis il dit Hey, j'ai déjà mes Cardéas. Mais finalement, ils sont pas encore sortis. Ben, là, on parle de ceux qui ne sont pas VIP, par exemple. Ça, exactement. Il y en a qui sont moins chanceux et qui n'ont pas leur carte de membre SAC VIP. On s'excuse, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le club. C'est par référence seulement. Fait qu'on fait attention. Mais quand ça part en loto, c'est après ça que ça devient un petit peu ingérable parce que, puis tout le monde le sait, là, les faux comptes, les gens qui commandent avec toute leur famille éloignée pour avoir de la chance de faire bouteille. Fait que tu abandonnes un petit peu le fait de pouvoir en avoir en sac. Puis en plus de ça, ben, ce qu'ils mettent souvent en loterie, je trouvais ça drôle cette année parce que c'était la dernière d'avant. Ils avaient mis des trucs super en loto, mais ils ont mis aussi genre des 800 bouteilles d'un Blenton, des trucs de même. Ouais. Des trucs que tu vas au Midwest, puis ça traîne à terre. Puis après ça, la semaine d'après, on a eu le Kiloman blanc de blanc, puis on a eu genre des choses incroyables faites pour la SAC qui n'ont juste pas mis en loto. Puis l'autre d'avant, c'était ça. C'était genre un Old Putney single cask embouteillé par la SAC. C'est la première fois que je voyais un Old Putney single cask, puis j'étais comme, vous n'avez pas mis en loto ça. T'sais. Ce qui aurait valu la peine, là, c'était ça. Mais non, ils ont mis 1791 Blenton. Ouais. Mais tu l'as dit, il n'y a plus personne qui veut se fier à la SAC. D'un, parce que tu ne sais pas si ils vont l'avoir quand, à combien de quantité, si tu vas le gagner en loterie, si tu ne vas pas te faire canceller ta commande 2 jours après pour une erreur d'inventaire. Ceux qui se souviennent du Cardéas Finaux font encore des cauchemars avec ça. Là. Ça avait été cancellé massivement à cause d'une erreur informatique. Là. Il y a quasiment une personne sur 2 qui s'était fait canceller sa commande de la fois Cardéas. Puis, il avait offert une carte cadeau ou un échange produit contre un Delmore Cigar Malt, d'ailleurs, qui n'a aucun rapport avec le produit, on va se le dire. Fait que le monde, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il prenait le Delmore Cigar Malt puis il allait l'échanger après ça contre quelque chose qui était plus de leur goût. On s'entend là, que ça n'a aucun lien entre les deux. Là. Fait que c'est clair que le monde, depuis qu'on a vécu ça, puis c'est dommage que Steve ne soit pas là pour en parler. Il avait passé dans un article de la presse, justement, là, qui parlait de ça, là, de la presse ou le Journal de Montréal, je ne sais plus trop. Ça avait vraiment fait des vagues parce que c'était une erreur informatique qui n'était pas juste au Cardéas non plus. Nous autres, on s'en souvient parce qu'on était là-dedans, là. Mais c'était. Bref, on n'est pas à l'abri de ce genre de cafouillage-là de la SAC. Puis quand que c'est important pour toi d'avoir ta série, là, puis de ne pas manquer ça, là. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix de trouver d'autres moyens un peu à côté, de trouver d'autres gens qui voyagent, puis tout ça. La LCBO, pour nous autres, c'est pas trop loin, là, Hawkesbury, 45 minutes ou à peu près, là, on est rendu, là. Fait que bref, on ne sait pas quel prix va atterrir non plus. Pour l'instant, c'est très prisé comme série. À chaque année, les gens veulent l'avoir. Ils savent que c'est généralement 148 LCBO, par exemple, selon le site. Là. Ça a toujours été une série quand même abordable, il faut dire. Le prix de ça pour la qualité, c'est vraiment intéressant. Pas été des affaires hors de prix, puis ils n'ont pas trop subi l'inflation jusqu'à maintenant. Fait qu'on est chanceux de ce côté-là. Non, honnêtement, puis ça reste une des séries limitées, honnêtement, qui a
qui est stédé dans sa qualité de production. Tu sais, à cette heure, Ardbeg sont rendus un petit peu all over the place. Des fois, tu as du stock exceptionnel. L'autre édition d'après, avec une autre affaire de marketing, c'est ordinaire. L'autre est comme génial. Mais Cardeas, les yeux fermés, moi, j'achète ça sans aucun problème parce que je sais que j'ai jamais été déçu depuis. C'était pas mal juste le warehouse. Puis même là, déçu, il faut le mettre en contexte. Déçu pour une édition Cardeas, mais pas pour un Lafrogue. Exact. C'est un bon Lafrogue Day to Day, je l'ai apprécié comme il est, mais dans la série Lafrogue, comme Dupuis l'a mentionné, avec les trucs exceptionnels qui ont sorti, avec les PX, les Port and Wine, Fino et compagnie, dur de te mettre en référence comme ça, puis de dire, bon, ben, surtout dans des price points qui sont intéressants, encore, tu n'es pas dans les 200$, tu es encore dans la première tranche de 100-150 pour la plupart des Cardeas des dernières années. Ouais, 148, je trouve ça très honnête comme prix. Là. Je l'ai vu 160 US là, aux États-Unis, là, 159 US, puis des choses comme ça. Fait que je trouve ça très honnête. Là, pour un cast-string avec un bon fini de même si c'est pas le plus gros fini goûteux avec Je sais pas s'il est cast-string, le Cardeas. Ah, ben oui, avec un bon taux, mettons. Effectivement. Il est 52, mais je suis pas sûr qu'il y a l'édition, il y a la mention cast-string. Okay. Je me rappelle pour le PX, il y avait la mention. Il n'est pas mentionné sa bouteille, en tout cas. Oui, peut-être pas toutes les éditions le sont, j'imagine. Le PX, puis le Triple Wood. Il y a eu le Quartercast Castren, lui, il disait dans le titre, fait que ça, c'est clair qu'il était Castren. Il était le 2017. Ouais, les Cardeas ne sont pas nécessairement Castring. C'est vraiment, ça dépend de l'édition, puis ils vont l'indiquer si ça l'est. Mais là, on a toujours quelque chose au-dessus de 50, peu importe. Ça a toujours été un 52 point quelque chose. L'exception étant, c'est ça, le Triple Wood puis le PX. Dans les dernières années, puis il y a eu le Quarter Cask en 2017 aussi qui était plus élevé. Le 2014 à 51.4, 15.5, le 16.6, le 17 à 0.7. Ils ont comme pas le 17 parce qu'il était castring, mais ils ont comme suivi le pourcentage avec les années maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui. Ouais, de 2012 à 2016, ça a été 1.1 à chaque année. Oui, ils ont augmenté le taux d'un an pour suivre l'année. Un peu comme les Macallan éditions, ils faisaient ça à un moment donné. Il ajoutait un 0.1. 2022 à 2024, si on reprend, là, 2022, c'était 52.2, cette année 0.3, puis l'année prochaine, le taux envisagé est à 0.4, fait qu'ils reprennent peut-être l'eau qu'ils ont laissé. Okay. Après avoir fait les castrings. C'est pas déjà le prochain Cardeas, là? Je me souviens que je l'ai vu passer. C'est le Cast Favorites. Fait que c'est un 10 ans. Fait que je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. C'est peut-être même la première fois qu'on a un Cardeas avec une notion d'âge. Puis c'est 10 ans en ex-bourbon et quarter cask, suivi d'une finition en PX. Fait que je sais pas si ça va faire comme le Triple Wood, un peu l'orientation ou un mix entre ça et le PX. Mais on est à 52.4, puis on a cet assemblage-là. Fait que normalement, c'est été ou automne 2024 qui est supposé se pointer. Ex-Bourbon, quoi d'autre, excuse? Et quarter cask. Ah, quarter cask, OK. Ça, c'est cool, ça. Quarter cask, puis fini en PX. Hey, ça tente bien, ça. Oui, pour un 10 ans, honnêtement, là, c'est avec un H-Statement, on n'a pas vu ça souvent, là. Dernier, c'est quoi? On a eu un Cardeas avec une notion d'âge, je pense. 2015? Un 15 ans, 2015? Il le mettait dessus? Je sais pas, ce que je vois ici. Il était à part des autres. C'était comme, il y avait 2 bouteilles en 2015. Il y avait la régulière, puis tu avais le 15 ans aussi. C'est ça, exact. Exact. Tu avais l'anniversaire, puis tu avais le 15 ans. Oui, tu avais le 200e anniversaire. Ouais. Puis je pense sinon, avant ça, c'était en 2009, il y a eu un 12 ans, si je ne me trompe pas, là, de ce que je vois de la liste ici. Là. Fait que c'est pas très, très régulier, là, les mentions d'âge. Ouais, tu sais, dans un sens, ils font un petit peu avec ce qu'ils ont de disponibilité, puis aussi comment ils veulent créer ça. Moi, à date, je ne vais pas leur dire quoi faire. Ils font une super bonne job. Tant qu'ils continuent dans la bonne direction. Le warehouse, là, je me souviens plus où j'ai entendu ça dans une vidéo, je ne sais pas trop. Là. Apparemment que c'était surtout c'est parce que c'était une année de transition entre le John Campbell et le nouveau manager là, qui s'en venait. Là, puis c'était comme le dernier de leurs soucis, sortir un Cardeas. C'est un peu pour ne pas se casser la tête, mettons. Là, ils n'ont pas cherché très loin non plus. Là.
Mais ils se sont bien repris là, après ça là, avec le White Port, là, même si ça ne score pas autant, mettons, que le PX puis le Port and Wine. On ne peut pas leur demander tout le temps de faire un score haut de même non plus. Là. Non, Mais ça, c'est sûr. ouais, je pense que je le mettrais juste au-dessus du Fino, mettons, entre le Fino. Ouais. Ouais, Du dans Triple ces Wood, je eaux-là. pense aussi. Triple Wood aussi, c'est dans ces eaux-là. Là. Ouais, c'est directement entre le Fino et le Port and Wine. Ça va être un bon spot pour lui. Bon Cardéas. Pas exceptionnel, comme on a eu des choses qui ont littéralement été hors de ce monde-là, mais c'est un super bon Cardéas. Définitivement. La nouvelle série qui s'en vient. Ils ont annoncé une nouvelle série, Elements. C'est un petit peu flou. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Qu'est-ce que ça allait être? Est-ce que ça va remplacer Cardeas? Il y a du monde qui ont peur que ça soit la nouvelle série qui délaisse Cardeas pour X, Y raison, là, parce que le nouveau manager, peut-être qu'il y a une autre orientation pour ça, puis il ne veut pas mélanger les séries. Ou il y en a d'autres qui disent que ça fait tellement longtemps que ça existe, Cardeas, qu'il est temps qu'il passe à d'autres choses. L'essence de la série me semble assez la même là, quand je regarde sur Internet. Là, Cast Exploration, je ne sais pas quel est l'axe qui vont changer par rapport au cœur des axes. Ça a l'air de l'expérimentation, donc je ne sais pas si ça Exact. va devenir une série régulière ou ça va être juste des essais qu'ils vont mettre dans cette série-là pour avoir comme un peu un range pour le faire, parce que pour l'instant, ils ont le core range puis ils ont les cartes d'as, c'est à peu près ça. Il y a pas... Ben, ils ont la série Cast-Train, mais ça rentre dans le core quand même. Ouais. Fait que peut-être que cette série-là va venir les aider à aller juste avoir une gamme d'expérimentation puis essayer des smaller batch. Parce que ça me fait penser vraiment à comme Elements of Isla, tu sais, les petites bouteilles de 500 Ouais. millilitres qui sont aussi de ce genre-là, qui est un petit peu de l'expérimentation à plus petite échelle par un embouteilleur privé. Puis ça m'a vraiment fait penser à ça en voyant ça. J'étais comme, ah, OK, ils prennent tous la même direction, des petits tirages, des petites versions, puis ils font comme, ah, ben ça, c'est Elements 1, puis après ça, on va faire Elements 2 ou 3 ou 4. Puis ils vont comme aller dans cette direction-là. Who knows? 1.0. Ils l'ont appelé 1.0. Elements Est-ce que 1.0. Est-ce que le Cardeas sort à chaque année pour le Face Isle ou pas nécessairement? Il me semble que oui. C'est comme la bouteille du Face Isle. Fait que, ils peuvent comme pas arrêter ça du jour au lendemain en disant c'est terminé. C'est comme un peu l'édition Face Isle de Outbag ou whatever les autres. Bon point. Effectivement. Mais tu sais, c'est relativement peu là, des méthodes là, comparativement à les hardbacks de ce monde. Là, la Frog, c'est pas un gros pitcher d'édition annuelle. Là. Ils ont leur série Cardeas, ils ont leur core range, puis c'est pas mal ça. Le reste, c'est comme des éditions un petit peu plus luxueuses. Là. On tombe dans les Ian Hunter, les 34 ans, des affaires de fou. Là. Mais sinon, tu sais, ça leur ferait peut-être pas de tort non plus, une autre édition à côté. Ils doivent voir ce que le marché est en train de faire, puis le marché, tu sais, drivé excessivement par ceux qui, oui, ça démarre en marketing, mais ils veulent faire un peu comme la micro, puis juste créer des éditions de plus en plus, des essais, des trucs limités pour comme faire que les gens veulent essayer des choses différentes dans une série. Fait que ça serait une raison assez comprenable d'aller dans cette direction-là si tout le monde est en train d'y aller comme ça. Fait que, tu sais, Kiloman sont aussi pleinement là-dedans. Puis, fait que là, le monde qui ont juste leur core range puis qui reste avec ça puis qui n'innovent pas, je suis pas sûr qu'ils vont vraiment être sur le long terme ou prospérer au même point que les autres qui sont en train de créer une tonne de choses, essayer plein de types de finitions, les Calvados et Tequila, les Mezcal et compagnie, le Blanc de Blanc est une belle référence pour ça. Ben, tu as besoin d'avoir un roulement pour garder les gens intéressés à ce que tu fais, puis à montrer les différentes facettes. Puis un core range, le monde le connaît, ben, tu passes à autre chose. Exact. Ça, tu viens d'éliminer les geeks comme nous autres. Là, si tu gardes juste ton core range puis tu ne bouges pas de là, nous autres, on achète l'expérimental souvent, puis on est allumé quand on voit des belles choses sur papier. Là. C'est un peu ce qui arrive avec le Gavulin quand tu checks ça. Eux autres, ils s'en tiennent au core range, puis on n'a pas tant d'intérêt. Un classique. Là. On reste dans ils ont classique. leur Offerman, leur 12 qui sort tout le temps. Oui, c'est vrai. Il y a la série aussi là, des special releases des AGO à chaque année qui ont toujours une place. Mais
Ça en reste que pour une distillerie qui ont part il y a 10 ans, là, il n'y avait pas de département marketing là-bas, puis ils vendaient leur core range, le double vieillissement, puis le 12 ans castring, puis eux autres, il n'y avait aucun problème parce qu'ils font de l'énorme qualité. Mais là, je pense qu'ils se font rattraper par ça puis qu'ils essayent de suivre la course comme tout le monde. Mais c'est Diageo derrière ça. Fait que quand la maison mère dit quelque chose puis tu as un portefeuille de X distilleries puis tout le monde doit faire son bout de chemin, ça donne ce que ça donne. Là. Puis disons, les dernières éditions Offerman, les trucs comme ça, honnêtement, c'était pas de l'expérimentation vraiment super intéressante. Là. C'était différent, mais c'était loin d'être une référence comme un Cardeas. Ouais, vous connaissez mon opinion là, sur le Gavoulin, là, effectivement, moi, ça me turn off juste parce que justement, à un moment donné, ça devient boring. Là. Tu tournes toujours autour des mêmes affaires. Là. Mais c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est des mauvais produits. Non, le 16 ans a été une référence tellement longtemps pour tout le monde. Là, puis encore aujourd'hui, le Gavoulin 16 ans est un produit que tu achètes à l'aveugle, tu sais ce que tu vas avoir, la consistance est incroyable, leur recette est vraiment géniale. C'est juste que maintenant, comme tu dis, on fait le tour. Tu peux en avoir une bouteille toujours là, mais tu vas l'ouvrir quand tu vas filer là-dessus, mais tu vas vouloir beaucoup plus expérimenter, puis d'aller chercher des choses nouvelles, puis de découvrir que de revenir à toujours la même bouteille pendant X années. Ça fait plus ou moins de sens. J'aime beaucoup mieux la philosophie Lafrogue, là, puis c'est quand même Suntory là, qui détient ça. Ça aurait pu mal virer aussi là, quand ils ont acquis ça en 2014. En fait, ils ont acheté Jim Beam. Beam. C'est quand même une grosse affaire. Là. Ça aurait pu virer en Diageo, puis il aurait pu flusher les Cardeas, faire du volume. Mais non, encore aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est une distillerie que j'apprécie, même si c'est quand même une grosse boîte. Là. On n'est plus dans le petit familial. On n'est plus un kilomane, mettons. Là. Non, ça c'est sûr. Fait que, est-ce qu'on a fait notre verdict définitif? Tour de table. Yes. Je te laisse aller, Alex. Tu as terminé la dernière vidéo. Là, tu le commences. Je vais en commencer, c'est bon. Globalement, ça va être pas une espèce de synthèse de tout ce qu'on a jasé. Globalement, une belle finition. C'est pas une finition qu'on voit souvent. Les saveurs sont intéressantes. Il y a une belle complexité. Le seul point négatif que j'ai, c'est un petit peu le goût en bouche qui disparaît trop vite. Encore une fois, il y a une belle finale pour compenser, mais j'aurais peut-être aimé que ça ne disparaisse pas aussi vite. Mais globalement, des belles saveurs, une belle richesse, aucune sensation d'alcool, la balance est là. Puis la finale, là, ça dure. La pleure d'orange mélangée avec le côté iodé, puis la tourbe, puis les petits fruits acides, le côté vanillé. Il y a un assemblage intéressant, unique. Je n'ai pas de carte de référence sur quelque chose. Probablement que le blanc de blanc ou un sauterne qui est en second ou third fill, qui donne encore un petit peu, serait peut-être le plus proche, mais du white port, je n'ai pas goûté à ça souvent. Fait que non, vraiment une bonne édition que je vais me racheter les yeux fermés puis que je vais aimer regoûter pour aller fouiller plus loin, trouver des choses supplémentaires parce que je sens qu'il y a beaucoup à donner. Fait qu'il va se situer, disons, si je le mets dans les Cardeas, entre le Fino et peut-être justement le Port and Wine puis Triple Castring. Ça va être dans ces eaux-là. Un bon Cardeas, juste un petit peu, avec le PX Castring, on n'aura jamais comme quelque chose d'aussi exceptionnel avant un bout. Mais bon, celui-là fait vraiment partie d'un beau Cardeas. Martin, es-tu prête? Il est emmêlé dans ses fils. OK, David? Non, c'est bon. C'est parce que j'ai mon ado, ma cégepienne qui imprime ici. Moi, j'adore. Il y a peut-être un petit bruit de fond d'imprimante. Non, pas du tout. Good. Moi, je vous dirais que mes références au niveau des Cardeas sont pas. C'est limité à PX, Cask Strand, Fino, etc. Je n'ai pas goûté au Warehouse et Port and Wine, je pense. Mais je me souviens que l'année passée, dans le calendrier de l'Avent qu'on a ici à Gatineau, ça a été mon préféré. J'avais donné une note de 93 au PX. Je l'avais trouvé solide. Ceux qui suivent la page ont sûrement vu une photo de moi en train de dormir après en avoir chugué un fond de bouteille. Je vous dirais que celui-là, je donnerais un bon 90. J'aime bien le rendu.
Fait que ça me donne le goût de retourner et de retrouver peut-être une bouteille de PX puis de m'en siffler un autre. Là. Mais c'est un très bon produit. T'avais-tu Ouais, mis une dangereux. note, Alex? Hum? T'avais-tu mis une note, Alex? Je vais y regoûter plus tard, mais ça va être entre 87 et 90. Ça va être dans ces eaux-là. Sur ce que j'ai première impression, là, ça risque d'être dans cette section-là. David? Ben, pour moi, c'est un whisky qui a une belle complexité et qui est le fun à analyser. Plus tu le sens, plus tu découvres un paquet d'arômes différents. Puis ça, j'aime beaucoup ça. C'est pas quelque chose comme le Warehouse qui était un peu plus linéaire. Fait que pour ça, j'apprécie vraiment le produit. Je le situerais, moi, pareillement, loin du PX parce que c'était un produit qui était vraiment exceptionnel, mais quand même dans les bons Cardeas. J'ai quand même une bonne lignée de la série, puis je considère qu'il fait partie des bons, dû au fait que sans être explosif, il est très complexe. En bouche aussi, je le trouve très bon. Il y a une texture, comme disait Alex, il est un peu rapide sur la finale, mais il y a une belle texture. Il se tient bien, il y a de la saveur. Fait que pour moi, c'est un bon produit. Je donnerais un bon 80, 88, 89. Là. OK, super. Très bon Cardeas, effectivement. Est-ce que c'est dans les top Cardeas? Non. Est-ce que c'est dans les moins bons? Puis là, dans les moins bons, on s'entend, il y a pas mal juste le Warehouse qu'on peut dire que. Puis même là, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est juste que c'est pas le type de Cardeas qu'on s'attend. Est-ce que c'est le type de Cardeas plus qu'on s'attend ici? Oui, c'est de l'expérimental, c'est quelque chose de funky qu'on n'est pas habitué de voir. Du Whiteport, on ne voit pas ça souvent. On pourrait reprocher qu'on ne sent pas trop le Madeira, mais je pense que c'était quand même voulu dans la recette. Là. On voulait plus donner la porte ouverte au Whiteport de s'exprimer comme ça. Là. Et je pense que c'est réussi pour l'exécution. Et pas de fausse note. Tout se tient bien. Texture qui fait du sens. Pour le prix, si je prends en compte le prix LCBO de 150, je pense que c'est important de mentionner que ça reste un bon prix. Est-ce que je recommanderais ça à tout le monde? Ça dépend où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement, mais définitivement, si vous êtes tourbe et vin blanc, puis que vous aimez les Kiloman Sauternes et vin blanc de blanc, là, on est dans cette palette de goûts-là. Je pense que je préfère encore le blanc de blanc dans le Kiloman, fait que je n'ai pas le choix de mettre un score un peu plus bas. Où est-ce qu'on est? Peut-être un 86-87 dans mon livre à moi. Mais c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est une bonne note. Là. Je vais attendre patiemment que la SAC en a, puis espérer en avoir, puis je risque de m'en acheter une bouteille. Parce que pour l'instant, j'ai juste l'échantillon, puis je pense que c'est une bonne chose d'y goûter avant, comme pour le Warehouse. Le Warehouse, j'en ai pas, puis je suis content de ne pas en avoir acheté, honnêtement. Fait que c'est ça. Je pense que 86-87, c'est quand même fair comme pour ce que je ressens. C'est ça. Je pense que. Parlant d'échantillons, j'aimerais, parce qu'on parle de la communauté whisky, souvent c'est du partage, etc. On ne peut pas acheter toutes les bouteilles. Puis pour la dégustation de ce soir, j'ai un de mes bons collègues de Scotch de Gatineau qui m'a fourni gracieusement cet échantillon en retour de d'autres, mais j'ai l'impression qu'il m'a donné une carte de Connor Bedard, puis moi j'ai amené des cartes de Arbor Jackay. Là, fait que il va falloir que je me rattrape à un moment donné, là, mais merci beaucoup à celui qui m'a permis d'être avec vous ce soir. Effectivement, on ne peut pas acheter toutes les bouteilles tout le temps, fait qu'on fait des choix et on fait des échanges. C'est la seule façon d'en sortir. Sinon, on aurait fait faillite 3 fois depuis. Ah oui, puis c'est rendu un peu nécessaire de goûter avant d'acheter maintenant. Avant, on pouvait beaucoup plus se fier à un petit peu tout ce qui se passe donc, par la réputation de la distillerie, où je connais la marque, où je suis à l'aise avec ce type de finition-là. Là, des fois, il y a tellement de choses qui peuvent influencer que
c'est bien d'avoir l'occasion d'y goûter avant. Puis, Yep. c'est un petit peu ce qui était plate, c'est qu'avant, il y avait, spécialement à Québec, on avait les bornes à sac signature, que tu pouvais, toutes les bouteilles en arrivage étaient dans les bornes. Tu pouvais goûter ton tiers d'once puis acheter confiamment. Ça, c'est une époque que j'étais un petit peu triste qu'on a perdu puis qu'on est passé beaucoup sur le modèle en ligne. Ça donnait aux consommateurs la possibilité d'essayer, surtout quand ton investissement va être dans les centaines, 200 $ et plus des fois, pour certaines bouteilles que tu ne veux vraiment pas te tromper. Il aurait marché pour ça, le pire. Tu sais, je regarde les sites à l'international, là, je me souviens plus des noms, là, Malt quelque chose, là, mais bref, ils en vendent des samples. Tu sais, pourquoi pas, tu sais, la SAC pourrait faire ça, faire des échantillons. Ils vendent des calendriers de l'Avent aussi pour certaines compagnies en Europe puis aux États-Unis, parce que c'est une possibilité. Puis... Mais bon. Dans des top whisky, mais en même temps, ça te permet de goûter une variété de produits différents. Tu peux faire quasiment ça qu'une bouteille. 3 asiatiques, des whisky irlandais, des whisky américains, tu vas large. Là. Parce que sinon, on n'a pas le choix de se regrouper et de faire des échanges. Là. On a comme. Il n'y a pas d'autre option là, dans notre marché qu'on a ici au Québec. Il faut que tu connaisses des gens, il faut que tu connaisses avec les autres gens, tu fasses des échanges. As-tu goûté à ça? C'est la seule façon de goûter à beaucoup de choses sans se ruiner. Et restant dans la légalité aussi. Là. Ouais. Puis même là, quelqu'un pourrait nous dire que du troc, c'est pas légal, là, mais là, regarde, rendu là, les échanges de bouteilles de vin à Noël ne seraient pas plus légal. Donc, ça, c'est bon mot, ouais. Fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'on va prendre une petite pause Noël, puis on va vous revenir quelque part en janvier. Là, on a une bonne liste là, à vous faire là, de vidéos. Alors, abonnez-vous. Ça va continuer l'année prochaine. Sur ce, bonne année à tout le monde. Bon temps des fêtes. Bonne année, bon temps des fêtes.